Bonjour à tous. Donc je peux pas faire de visio aujourd'hui. Je ne sais pas pour quelle raison, ça ne marche pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc j'enregistre cette vidéo. Je vous demande de la regarder ce soir et d'essayer de vous exercer à faire les exercices qui sont proposés au fur et à mesure de la vidéo, en faisant pause et ensuite vous écoutez la correction. Donc on va faire comme ça, même si ça me convient pas vraiment. On n'a pas bien le choix. Alors d'abord un petit résumé sur les énergies en mécanique. On en a déjà parlé, mais rapidement, si vous voulez copier sur une fiche de résumé cette page qui va s'afficher, ça contient l'essentiel de ce cours du chapitre 9. Alors, des différentes formes d'énergie en mécanique, il y en a deux sortes et une troisième qui est la somme des deux. C'est l'énergie cinétique, qui est liée à la vitesse du système. Donc une voiture en mouvement, elle a une vitesse, elle a une masse, et son énergie cinétique c'est 1/2 de mv2. Il y a également l'énergie potentielle de pesanteur qui, elle, est liée à la position de l'objet. Plus cet objet est positionné en hauteur, donc Z c'est l'altitude, par rapport à une altitude de référence qu'on considérera comme étant 0 mètre, donc c'est une référence qu'on fixe de façon arbitraire, et Z 10 mètres par exemple, ou 5 mètres la hauteur d'un plongeoir, quand vous êtes en haut du plongeoir, pour sauter dans la piscine, vous avez de l'énergie potentielle en vous, parce qu'il suffit de sauter et de tomber pour comprendre que vous aviez de l'énergie en vous. Et cette énergie est égale à m fois g, l'intensité de pesanteur, qui vaut 9,81 sur Terre, et fois z, qui est l'altitude à laquelle vous vous situez en mètres. Donc 9,81 pour petit g. Ensuite, l'énergie mécanique, c'est la somme des deux. Cette énergie mécanique, elle peut se conserver, on le verra en fin de résumé, ou pas. Ça dépend des forces qui s'appliquent au système. Alors maintenant, concernant une force qui s'applique à un système, il ne faut pas confondre force et énergie. Une force, elle peut apporter de l'énergie à un système, mais elle peut lui en retirer, ou elle peut ne rien apporter du tout. Donc c'est ce qu'on appelle le travail d'une force. Donc c'est pour savoir quelle est l'énergie qui a été cédée ou retirée au système sous l'action d'une force. Donc ça se fait lors d'un déplacement AB, on la note travail, on note ça W. En symbole on met AB, c'est pour dire que c'est sur le parcours qui va de A vers B. Le système part de A et se déplace jusqu'en B. Et c'est le travail de cette force, donc vecteur force F, entre parenthèses, qui va aider ou pas à faire ce mouvement. Alors comment on le calcule? En faisant la valeur de la force en newton fois le déplacement en mètres, donc F est en newton dans cette formule, la distance est en mètres, et on multiplie l'ensemble par le cosinus de l'angle qui sépare la force et le déplacement. Alors cet angle-là, attention, il peut varier de 0 à 180 degrés. Alors comment? AB, en fait, c'est un vecteur à l'origine qui va de A vers B, qui est marqué ici en bleu, et la force est un vecteur aussi, ici par exemple en rouge. Et bien l'angle alpha, c'est cet angle-là qui va de AB jusqu'à F. Maintenant, cette force, elle peut être éventuellement positionnée dans cet axe-là, cette direction et ce sens. Dans ce cas-là, l'angle alpha sera tout cet angle-là. C'est un angle qui sera supérieur à 90 degrés. Donc la formule qui est encadrée, elle est toujours valable. Elle fonctionne toujours, il faut la connaître par cœur, cette formule. Le travail d'une force, c'est la force fois le déplacement, fois le cosinus de l'angle entre la force et le déplacement. Donc c'est soit une énergie qui est apportée, soit qui est retirée, ou éventuellement ça peut faire 0 si on a un travail qui est nul. Donc si cet angle-là est compris entre 0 et 90 degrés, alors on a affaire à ce qu'on appelle une force qui est motrice, donc on a un travail qui est moteur, c'est-à-dire que la force va aider au déplacement. Si cet angle-là, il est compris entre 90 et 180 degrés, donc jusqu'ici, donc dans toute cette zone-là, eh bien le travail va être résistant. Et maintenant, si
c'est égal à 90 degrés, alors ça va faire 0, parce que cosinus de 90, ça fait 0. Et on va avoir un travail qui est nul. Donc il y a deux cas particuliers à connaître. Une force qu'on connaît tout le temps, qui s'appelle le poids, la force d'attraction terrestre sur un objet qui est situé à sa surface. Donc c'est ce qu'on appelle le poids. Le travail du poids, une démonstration permettrait d'aboutir au fait que cette expression qui est au-dessus, f fois ab fois cosinus alpha, va se transformer en m fois g fois za moins zb. ZA étant l'altitude du point de départ et ZB l'altitude du point final, du point auquel on arrive. On voit bien dans cette formule que si on part à une altitude supérieure de l'altitude d'arrivée, par exemple je suis là au départ en A, puis je descends jusqu'en B, dans ce cas-là, le poids va exercer une action qui est motrice, il va faire un travail qui est moteur parce qu'il va aider à descendre. Si maintenant cette fois-ci, dans une autre situation, je pars de A en bas, alors je vais mettre prime, pour ne pas confondre avec à côté, et que je veux aller en B prime, donc dans cette deuxième situation, si je veux monter, et ZA moins ZB, ça va être négatif, puisque A est en dessous de B, B est plus grand, ZB est plus grand que ZA, donc on va avoir un travail qui est négatif, c'est-à-dire un travail résistant, c'est-à-dire que le poids va pas servir à faire monter, il va au contraire un peu ralentir ou empêcher cette ascension, même s'il ne l'empêche pas totalement, en tout cas il va plutôt résister à cette ascension. Deuxième travail qu'il faut connaître, c'est le travail des forces de frottement. Le travail des forces de frottement, pour une force de frottement constante sur un déplacement AB, ce travail travail de AB, du déplacement AB, de la force petit f, souvent symboliquement on utilise petit f, F minuscule pour la force de frottement, et bien ça va être égal à moins F fois AB. Alors tout simplement parce qu'une force de frottement, elle s'oppose toujours au déplacement. Si le déplacement va de A vers B, le frottement, lui, il va en sens inverse. Donc alpha vaut 180 degrés. Et du coup, ça nous fait 180 degrés, cosinus 180 degrés, ça fait moins 1. Et du coup, on se retrouve avec moins F fois AB. Donc ces deux travaux des forces, il faut savoir les appliquer dans différents contextes. Enfin, le théorème de l'énergie cinétique dit la chose suivante, c'est que la variation de l'énergie cinétique d'un système est égale à la somme des travaux des forces. C'est-à-dire que si j'ai une énergie cinétique qui augmente ou une énergie cinétique qui diminue, donc quand je suis à plat par exemple, si j'ai une énergie cinétique qui augmente, cette augmentation elle est égale à la somme des travaux des forces. Si j'ai une diminution de vitesse, donc l'énergie cinétique diminue, je vais avoir une valeur qui est négative, ça veut dire que j'ai un travail qui est résistant, qui sera négatif. Enfin, pour terminer, le rapport entre l'énergie totale, qu'on appelle l'énergie mécanique ici, qui est la somme des deux, l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur, dans un contexte n'importe lequel où ça peut monter et descendre, on peut avoir des cas de figure dans lesquels il n'y a pas de frottement. On dit que les forces sont conservatives. Dans ce cas-là, sans frottement, il n'y a pas de variation d'énergie mécanique, c'est-à-dire que l'énergie mécanique est constante, elle ne varie pas, c'est toujours la même. C'est simplement que l'énergie cinétique peut augmenter pendant que l'énergie potentielle diminue, ou vice-versa, mais la somme des deux, c'est constant. Maintenant, s'il y a des frottements, avec des frottements, alors on va avoir une perte d'énergie globale, d'énergie mécanique. Cette perte, on peut noter delta EM, c'est la variation d'énergie mécanique, elle va être égale à la somme des travaux des forces non conservatives, c'est-à-dire les forces de frottement. Donc on va avoir une valeur qui est négative, puisqu'on va perdre de l'énergie mécanique. C'est normal parce que les travaux des forces de frottement sont négatifs. Donc voilà pour ce résumé de cours, vous avez un peu l'essentiel, alors bien sûr c'est pas détaillé. Et maintenant on va voir en pratique quelques exercices. Alors je vous montre l'exercice, et puis ensuite vous tâchez de répondre par vous-même aux différentes questions qui sont posées. Donc mettez sur pause, vous cherchez, et puis quand vous avez trouvé, vous lisez la suite. Donc ici, une balle en chute est soumise à des forces si la valeur de son énergie mécanique au cours du temps est constante. Hop.
diminue ou augmente. Alors là, c'est la réponse. Donc une balle en chute est soumise à des frottements si la valeur de son énergie mécanique au cours du temps diminue. Ouais. Parce que on l'a vu ici dans ce théorème de l'énergie mécanique, si elle diminue, bah on a des travaux négatifs, donc c'est des forces de frottement. Donc c'est la réponse B. Maintenant, question 2, un skieur dévalant une pente n'est pas soumis à des frottements si la valeur de son énergie mécanique au cours du temps est constante. Bah ça c'est juste, diminue ou augmente. Donc là c'est la réponse A. Et enfin, lorsque l'énergie cinétique d'un wagon de montagne russe diminue, son énergie potentielle de pesanteur, donc en gros je gagne de la vitesse, c'est un wagon de montagne russe, donc ça signifie qu'il n'a pas de moteur, hein. Donc il ne fait que monter et descendre sous l'effet de son inertie. Donc si son énergie cinétique diminue, alors ça veut dire que son énergie potentielle de pesanteur augmente. Sauf que j'ai fait une erreur. S'il y a des forces de frottement, c'est pas tout à fait le cas, pardon. Lorsque l'énergie cinétique d'un wagon de montagne russe diminue, son énergie potentielle de pesanteur peut augmenter ou non. Ça dépend s'il y a des forces de frottement. Donc là, ça se discute un petit peu, puisque c'est plutôt on ne peut pas répondre, parce qu'on pourrait avoir juste un wagon qui avance à l'horizontale, donc sans forcément changer d'altitude, et dont l'énergie cinétique diminue sous l'effet des frottements de l'air. Donc le B c'est un piège, je suis tombé dedans, mais en fait c'est la question C, c'est la réponse C qu'il fallait donner. Parce que s'il y a des forces de frottement, on peut bien avoir aussi une énergie cinétique qui diminue. Exercice 13, page 279. Alors, vous pouvez mettre sur pause, le chercher, puis écouter la correction après. Pendant leur course d'élan, les bobbers poussent le bobsleigh initialement à l'arrêt, sur une portion de piste rectiligne horizontale. Le bobsleigh sera assimilé à un point matériel. On considérera la poussée par une force F, qui est ici, ça c'est la poussée, qu'exercent les personnages là. F modélisera l'action des forces de frottement, donc F minuscule, P l'action mécanique de la Terre, donc le poids, et R l'action de la piste, donc la réaction de la piste, ou la force du sol si vous préférez. Toutes ces forces seront considérées comme constantes. On nous donne la valeur de certaines forces. La poussée c'est 250 Newton, force de frottement c'est 25 Newton, la masse du bobsleigh 300 kg et la longueur de la poussée il pousse pendant 20 mètres. Expliquez pourquoi parmi les 4 forces, 2 forces ont un travail nul. Alors, il suffit de regarder les forces, hein. On se souvient que la formule du travail d'une force est F fois AB fois cosinus alpha. Tout va se situer dans ce terme-là, cosinus alpha. Si je regarde le mouvement qui va de A vers B, il est orienté comme ça. Eh bien, R et P sont perpendiculaires. Donc, si R et P sont perpendiculaires, ça signifie que l'angle alpha vaut 90 degrés. Ou moins 90 si on veut les orienter, mais enfin 90 degrés. Et donc, cosinus 90, ça fait 0. Donc, on a l'explication. R et P sont perpendiculaires au vecteur déplacement AB, donc le travail est nul. Ensuite, il faut exprimer et calculer le travail de AB, de la force de poussée, le travail de AB, de la force de frottement. On applique bêtement la formule ici pour la force de poussée, et pour la force de frottement, celle du cours, on va la retrouver de toute façon. Donc là, travail de la force de poussée, fait F fois AB fois cosinus alpha, mais alpha vaut 0 degré. Parce que entre AB ici en pointillé, qui est comme ça, AB, et la force F, il n'y a pas d'angle. Donc s'il n'y a pas d'angle, ça signifie qu'alpha vaut 0 degré. Alors, je vais prendre cosinus 0, et cosinus 0, ça fait 1 degré. Ça fait 1, pardon. 1 pile. Donc, je vais me retrouver avec F fois AB. F, c'est 250, AB, c'est 20. Donc, 250 fois 20, j'arrive à 5000 joules pour le travail de la force de poussée. Maintenant, le travail de la force de frottement.
Dans le cours, on a dit c'est moins F fois AB. Ici, on peut expliquer pourquoi, parce que c'est F fois AB fois cos alpha, sauf que alpha vaut 180 degrés, puisque la force de frottement, elle est en sens inverse de AB. Donc l'angle entre AB et la force F, c'est 180 degrés ici. Par la force F, le déplacement AB. Donc l'angle entre F et AB, c'est 180 degrés. Tac. Et cosinus 180, ça fait moins 1. Donc ça me fait moins ici. Alors, j'ai mis cosinus 180. Donc 25 fois 20 fois cos 180, ça va faire moins 250, moins 500 joules. Puis je note moins 5 fois 10 puissance 2 joules. Alors je vais faire une pause parce que il y a l'aspirateur qui est passé derrière. Allez, je reprends, tant pis pour le bruit de fond. Question 3, déterminer la vitesse VB communiquée au bobsleigh à la fin de la course d'élan. Alors pour vous mettre sur la voie, il faut accéder à une vitesse. Donc pour accéder à une vitesse, dans les énergies, la vitesse elle est présente dans l'énergie cinétique. Donc on peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique ici. Alors le théorème de l'énergie cinétique, il dit que la variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces. Ça tombe bien, j'ai les deux travaux des forces qui sont non nuls, les deux autres sont nuls. Donc j'ai la somme, hein, ça va faire 5000 moins 500. Et ça va correspondre à la variation d'énergie cinétique. Donc d'après le théorème de l'énergie cinétique en B, donc l'énergie cinétique à la fin, moins l'énergie cinétique de départ, c'est ça une variation, c'est égal à la somme des travaux des forces. Maintenant, si j'applique les formules habituelles de l'énergie cinétique et en B et en A, je me retrouve avec 1 demi de, alors j'efface mes annotations ici, 1 demi de mvb carré, donc ça c'est énergie cinétique en B, moins 1 demi de mva carré, c'est énergie cinétique en A, est égal à la somme des travaux des forces. Dans cette histoire, je cherche VB, c'est ce que je cherche, la vitesse VB. Mais la vitesse VA au départ, je la connais, puisque j'ai une indication dans l'énoncé qui me dit qu'au départ, le bobsleigh, il est à l'arrêt. Donc ça signifie que la vitesse de départ, VA, est égale à 0. Donc VA est égal à 0. Je ne me retrouve plus qu'avec une seule inconnue, ça sera VB. La masse, je la connais. La somme des travaux des forces, je la connais. Donc VA est égal à 0 mètres par seconde. La somme des travaux des forces, je fais 5000 moins 500, ça me fait 4500 ici. Je me retrouve donc avec 1 demi de mvb carré. Donc j'ai supprimé ce terme-là puisque VA est nul. 1 demi de mvb carré est égal à 4500. Ensuite, je bascule le 2 de ce côté, le m en dessous. Je me retrouve avec vb carré est égal à 2 fois 4500 sur même. Et quand je fais l'application numérique, ça me fait 30. Il suffit maintenant de prendre la racine carrée pour obtenir VB est égal à 5,5. Donc on prend la racine carrée de 30. Donc à la fin de la poussée, le bobsleigh est à une vitesse de 5,5 mètres par seconde. Autrement dit, en km par heure, pour se rendre compte un peu, après que on est à peu près à 20 km par heure environ. Donc après avoir poussé leur bobsleigh, ils ont réussi à le pousser à 20 km par heure. Puis ensuite ils rentrent dedans et puis ils se laissent glisser le long de la pente. Ça commence à descendre. Donc c'est une vitesse qui est cohérente. On passe à l'exercice 12. Catapultage d'un avion. C'est un peu similaire. Ah zut, j'ai déjà la réponse ici, mais bon, c'est pas grave. Lors de son catapultage depuis un porte-avions, l'avion de 14 tonnes atteint en bout de piste, longue de 75 mètres, une vitesse de 250 km par heure. Énoncer le théorème de l'énergie cinétique, calculer la variation d'énergie cinétique lors de la phase de catapultage, et quelle est la valeur de la somme des travaux des forces qui modélisent les actions mécaniques qui s'appliquent sur l'avion au décollage. Alors, malheureusement, j'ai laissé afficher le résultat de la question 3, je pense. D'abord, énoncer le théorème de l'énergie cinétique. La variation d'énergie cinétique d'un système est égale à la somme des travaux des forces qui s'appliquent au système durant son déplacement AB. Donc, ce que je peux écrire sous la forme,
variation de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale EC en B, moins l'énergie cinétique initiale en A, est égale à la somme des travaux des forces. Alors d'abord, on va calculer cette variation d'énergie cinétique, donc je dois calculer ça. J'ai la vitesse de départ qui est de 0 et la vitesse finale qui vaut 250 km/h. La vitesse initiale, VA, elle vaut 0 puisqu'il est à l'arrêt au départ, l'avion de chasse. Donc cette variation d'énergie cinétique, elle va être égale uniquement à 1/2 de mvb carré. M c'est 14 tonnes, donc 14 000, et la vitesse, attention, on la divise par 3,6 pour l'obtenir en mètres par seconde. 250 divisé par 3,6, ça nous donne 69 mètres par seconde. 69 mètres par seconde, même si j'écris très mal. Donc là je l'ai mis le détail, 250 sur 3,6. Je le multiplie au carré, ça c'est la vitesse au carré, et quand je fais ce calcul, j'obtiens 3,4 fois 10 puissance 7 joules. En gros c'est 34 millions de joules. L'avion de chasse, grâce à la catapulte, a gagné 3,4 fois 10 puissance 7 joules, 34 millions de joules. Ensuite, quelle est la valeur de la somme des travaux des forces qui modélisent les actions mécaniques qui s'appliquent sur l'avion au décollage? D'après le théorème de l'énergie cinétique, cette somme des travaux des forces, elle vaut la variation d'énergie cinétique. Donc elle vaut ce résultat précédent, 3,4 fois 10 puissance 7 joules. Mince, je vais un peu vite. On passe à l'exercice. Donc tout ça, je voulais qu'on le fasse un peu ensemble, mais bon, c'est pas possible. Un voilier de 1,2 tonnes se déplace sur un plan d'eau. Les actions mécaniques de l'eau sont négligées devant celles du vent, modélisées par une force unique de poussée, de valeur constante et de direction formant un angle de 20 degrés avec le déplacement du voilier. Et le voilier est assimilé à un point matériel. On peut peut-être faire un schéma de la situation, même si c'est pas demandé. Si le voilier c'est un point matériel ici, il est soumis à quoi comme force? On vient de nous dire qu'il y a la force du vent. Il y a aussi les actions mécaniques de l'eau qui sont négligées, donc les frottements de l'eau sont négligés. Par contre, il y a quand même la réaction de l'eau et puis il y a la force de la terre. Donc on peut simplement faire deux petits schémas. Ici en couleur, on a la réaction de l'eau, donc ce qui fait que ça flotte. R, c'est une réaction qui est perpendiculaire au plan d'eau, donc c'est vertical vers l'eau, puisque la surface de l'eau est horizontale. On a l'action de la terre, ce qu'on appelle le poids, qui est vertical vers le bas. Et enfin, si je dessine en noir l'horizontale ici, ça c'est la surface de l'eau, enfin c'est l'horizontale, et bien la force du vent, donc qu'on appelle la poussée, elle s'exerce comme ça. On va la noter petit f, non, on va la noter grand F, parce que petit f c'est réservé au frottement. Elle s'exerce comme ça, et elle forme un angle de 20 degrés avec la direction du mouvement. On peut imaginer que le mouvement du voilier se déplace du point A vers un point B, et que cette distance, on nous le dit à un moment donné, elle fera 2 km. Exprimer le travail des forces modélisant les actions mécaniques s'exerçant sur le système. Bon, j'ai trois forces. Le voilier est soumis à la réaction de l'eau, R, à son poids P, et à la force de poussée F. Il y en a deux qui vont avoir un travail qui sont nuls. On l'a déjà dit précédemment, R et P sont perpendiculaires au déplacement AB, donc exercent un travail nul. Le travail de P et le travail de R sont nuls. Maintenant,
le travail de F, la force de poussée, bah, il est égal à F fois vecteur fois AB fois cosinus alpha, c'est-à-dire 20 degrés ici entre les deux. Donc c'est le seul qui exerce un travail qui est non nul. Et c'est un travail qui va être moteur parce qu'il fait avancer dans le sens de A vers B. Maintenant sur une distance de 2 km, donc ça c'est AB qui va valoir 2 km, c'est-à-dire 2 fois 10 puissance 3 mètres, 2000. Le voilier passe de 3 mètres par seconde à 4,5 mètres par seconde. Donc ça signifie qu'on connaît la première vitesse, qu'on va noter VA, qui vaut 3 mètres par seconde. Ça c'est ce que nous dit l'énoncé. Et qu'on connaît la vitesse VB, après avoir subi cette poussée, qui vaut 4,5 mètres par seconde. Bon, maintenant que je sais tout ça, on déduire l'intensité de la force de poussée. En gros, je veux trouver la valeur de la force. Donc pour trouver cette valeur de la force, qui est dans l'expression du travail, il faut que je mette en relation le travail de cette force avec la variation d'énergie cinétique lors du mouvement. Donc on applique le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Donc il dit quoi? Que la variation d'énergie cinétique, ECB moins ECA, l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale, est égale à la somme des travaux de toutes les forces, c'est-à-dire juste la force de poussée, parce que c'est la seule qui n'est pas nulle. Donc l'énergie cinétique de B en B moins l'énergie cinétique en A est égale à la somme des travaux des forces. Maintenant, ça se résume à 1 demi de M fois VB carré moins 1 demi de M fois VA carré, qui est égal à F fois B fois cosinus 20 degrés. Ici, tout est connu, sauf F. Donc, je vais pouvoir trouver la valeur de F. Maintenant, il faut manipuler cette expression en changeant de certains termes de côté de l'égalité. C'est comme une équation en mathématiques. Alors, le AB fois cosinus 20 degrés, je vais le faire passer de l'autre côté et dessous. Maintenant, j'ai un demi de M de part et d'autre, je peux les factoriser. Le 2, il peut très bien passer dessous, c'est pas un souci, et le M factorisé devant VB carré moins VA carré. Voilà l'expression finale. Alors, il n'était pas demandé d'établir l'expression, mais parfois on vous la demande, donc je l'ai mise ici. Puis après, sur l'application numérique, la masse, c'est 1200 kg, puisque c'est 1,2 tonnes. La première vitesse VA, la vitesse VB, pardon, c'est 4,5 mètres par seconde, c'est déjà dans la bonne unité, au carré, moins 3 mètres par seconde au carré, je ferme la parenthèse, je divise le tout par 2 fois 2000, ça c'est les kilomètres, c'est la distance AB fois cosinus 20 degrés. Ça nous fait 3,6 newtons. Voilà pour l'exercice 24, un petit dernier, l'exercice 26. Il s'agit d'une fille qui fait du roller dans un skatepark. Diana remonte la rampe de lancement avec une vitesse initiale VA. Elle se laisse glisser rectilignement jusqu'à l'arrêt. Donc en A, elle a une certaine vitesse ici VA. Puis après, elle cherche pas forcément à avancer, elle se laisse juste, pas glisser, c'est pas le bon terme, rouler de façon rectiligne dans la montée jusqu'à ce qu'elle s'arrête. On assimilera Diana à un point matériel. Donc on ne sait pas si elle va aller jusqu'en haut du skatepark ou pas, ou juste en haut de la rampe. Peut-être qu'elle va arriver juste en un point ici, qu'on pourra appeler le point X par exemple, j'en sais rien. Un point comme on fait en maths, hein. Le point X, je sais pas. Alors en l'absence de frottement, Diana remonte-t-elle jusqu'en haut de la rampe? Là, on va faire l'hypothèse qu'elle arrive en X, qu'on ne connaît pas. Et on va chercher à calculer la valeur de cette position. Alors, en l'absence de frottement, ce qu'on sait, c'est que cette fois-ci, on n'est pas à l'horizontale. Donc, le théorème de l'énergie cinétique, il va pas fonctionner, puisqu'on va voir aussi l'énergie potentielle de pesanteur qui varie, puisqu'on monte. Donc, on va appliquer le théorème de la variation d'énergie mécanique lorsque on n'a pas de frottement. On a dit qu'en l'absence de frottement, l'énergie mécanique est conservée.
Donc, la variation d'énergie mécanique vaut 0. Sauf que l'énergie mécanique, c'est un demi de mv au carré plus mgz. Alors, l'énergie cinétique entre A et B, non mais ça n'a rien à voir là, je sais pas ce que ça fait là, cette phrase-là. Alors je ne l'ai pas appelé X, pardon, je l'appelle H, le point hypothétique où arrive la personne. Imaginons qu'on l'appelle H, ce point-là. Donc soit H, le point le plus haut atteint par Diana. Alors je vais appliquer cette relation-là. Et ça doit être nul. Donc là, l'énergie mécanique en H moins l'énergie mécanique en A, ça doit être égal à 0. Donc EMH moins EMA, c'est un M ici, doit être égal à 0. EMH, c'est un demi de MVH au carré plus MGZH. EMA, c'est un demi de MVA carré plus MGZA. Donc je mets un moins et tout ça entre parenthèses. Ça, c'est censé être égal à 0. Qu'est-ce que je ne connais, qu'est-ce que je ne connais pas dans cette expression? Je connais les masses, puisqu'elle fait 50 kg. Je connais pas VH, je connais pas ZH, je connais G, je connais M. Je connais VA, puisque c'est donné ici, 5 mètres par seconde. Et je connais ZA, puisque ZA, ça vaut 0 mètres au départ. Donc je connais tout sauf VH et ZH. Maintenant, VH, avec un petit peu d'intuition, on peut savoir. On cherche à connaître l'altitude maximale qu'elle atteint. On peut donc imaginer que si elle atteint l'altitude maximale, c'est qu'elle a plus de vitesse. Quand elle atteint le point culminant, elle a plus de vitesse. Puis après, elle va se remettre à redescendre. Donc, VH vaut 0 mètres par seconde. ZA vaut 0 mètre. Oui, c'est ce qu'il est donné dedans. Donc ça va s'annuler, ce terme-là. VH vaut 0, ça va s'annuler. Du coup, on se retrouve qu'avec MGZH moins un demi de MVA carré, qui est égal à 0. Et là, tout est connu, sauf ZH. Donc, on va exprimer ZH. ZH, alors, il y a un moins qui traîne là, qui n'a rien à faire là, est égal à 1 demi. Alors ça, on va le faire passer de l'autre côté, ce terme-là, tout ce que j'entoure ici. 1 demi de MVA carré va changer de côté de l'égalité. Comme c'est une soustraction, il va passer en positif. Donc ça me fait 1 demi de MVA carré de ce côté. Et puis le MG qui est ici, et je vais le faire passer de l'autre côté aussi, lui, il va venir diviser l'ensemble. Donc on se retrouve avec un demi de MVA carré divisé par MG. Les masses se simplifient. Le 2 peut basculer en dessous, je me retrouve avec VA carré sur 2G. Si je fais le calcul, ça me fait 5 au carré, alors je mets le détail ici du calcul, 5 au carré divisé par 2 fois 9,81, et ben vous trouvez 1,3 mètres. Ça signifie que si elle ne fait rien, ben, elle a suffisamment d'élan pour aller jusqu'en B, elle peut même aller au-delà. Elle pourrait, si la piste remontait, monter jusqu'à 1,3 mètre de haut. Donc elle a suffisamment de vitesse pour arriver jusqu'en B. La réponse est que Diana remontera bien la rampe. En petit 2, en réalité, il y a des frottements qui interviennent. Calculer la valeur maximale de la force de frottement afin que Diana atteigne tout de même le haut de la rampe. Donc cette fois-ci, on dit qu'il y a des forces de frottement. Il y en a toujours, de toute façon. Et on veut savoir combien ils peuvent valoir au maximum pour qu'elle arrive tout juste en B. Donc dans ce contexte-là, ça signifie qu'elle arrive pile en B, Diana. Donc avec des frottements, la perte d'énergie mécanique est égale au travail de la force de frottement. Ça c'est ce qu'on avait dans le cours. Quand il y a des frottements, la perte d'énergie mécanique, c'est le travail des forces de frottement. Et Diana arrive en B. Donc dans le cours, on avait mis, si je reviens sur le cours précédent, le résumé de cours, là j'y suis, avec des frottements, la variation d'énergie mécanique est égale à la somme des travaux des forces de frottement, les forces non conservatives. Donc j'applique cette formule. Ici, la variation d'énergie mécanique, c'est l'énergie mécanique finale en B, donc, puisqu'elle arrive en B, moins l'énergie cinétique mécanique initiale en A, est égale aux travaux des forces de frottement, il n'y en a qu'une seule, donc le travail de la force de frottement qui vaut moins F fois AB.
Alors calculons maintenant cette variation d'énergie mécanique. J'ai 1 demi de mvp carré moins mgzb carré, zb, pardon, moins cette fois-ci l'énergie mécanique en A, c'est-à-dire 1 demi de mva carré plus mgza. Donc en rouge, c'est ce que j'avais là-haut ici en rouge, est égal à moins f fois ab. Et ce que je veux, c'est juste trouver f. AB, il vaut 3,2 mètres, donc je le connais aussi. Donc ZA, lui, il vaut 0. Check, donc ça va se simplifier. La vitesse en B, puisque c'est vraiment l'énergie, la force pour laquelle elle arrive tout juste en B, mais elle s'arrête en B, donc VB carré va être égal à 0. Donc ce terme-là va se supprimer aussi. Il me reste plus que mgzb moins 1 demi de mva carré est égal à moins f fois ab. Et avec ça, on s'en sort pour trouver f. Parce que tout le reste est connu. Donc j'ai moins 135 si je fais le calcul de tout ce qui est ici à gauche en rouge, est égal à moins f fois ab. Les deux moins peuvent s'annuler, le ab va passer en dessous de 135, ça fait 135 divisé par ab, et 135 divisé par 3,2, ça me fait 42 newtons. Il ne faut pas que la force de frottement soit supérieure à 42 newtons si on veut que la fille en roller arrive jusqu'à B. Voilà pour l'exercice 26. Je suis désolé que ça se passe comme ça, j'aurais bien aimé qu'on le fasse en virtuel. Pour jeudi, vous aurez donc regardez cette vidéo et à chercher les activités pages 340 et 341. Donc tout ça, je vais vous le mettre sur le NT. Il y aura une vidéo associée. Tiens, c'est bizarre là, le lien. Et donc il faudra pour jeudi faire ces activités pages 340 et 341 qui sont d'un nouveau chapitre où on va parler de la lumière et de son interaction avec comment elle est émise ou absorbée, la lumière, par la matière. Donc, et il y aura aussi l'exercice 33, page 284 à chercher. Bon, je vous mets tout ça sur le NT et je m'arrête ici.